Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, présentation de véhicule. Mais attention, on ne va pas faire que présenter, ou en tout cas on ne va pas présenter tout seul. Format un peu inédit sur la chaîne, on va être accompagné aujourd'hui. Alors certains doivent les connaître, les autres, je vous invite à les connaître et à aller voir leur chaîne. On va présenter un véhicule avec la chaîne YouTube Prêt pour la route. Donc on va accueillir Alex et Val qui vont avec nous faire découvrir ce véhicule. Et ce qui est top dans cette présentation, c'est qu'on va avoir des gens qui ne sont pas originaires de notre continent. Ils sont québécois, donc vraiment une autre culture du véhicule. Ceux qui souhaitent aller voir sur leur chaîne YouTube, vous allez voir qu'ils voyagent avec des véhicules qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe. Donc c'est vraiment top pour nous parce que ça va être un autre regard, une autre utilisation. Et ils vont vraiment pouvoir nous dire ce que eux ils pensent de nos véhicules européens, et ça nous intéresse. Salut tout le monde, enchanté. Moi c'est Alexandre de Prêt pour la route et ça va me faire plaisir de découvrir ce beau profilé avec toi. C'est drôle parce que c'est un type de véhicule qu'on retrouve très peu chez nous. Nous on va appeler ça un classe B+, qui va représenter un peu la classe des profilés, donc sur un châssis mais avec une cellule élargie un petit peu plus. Et c'est un format que j'adore, surtout pour les gens qui, comme moi, vivent à temps plein dans un véhicule parce qu'il est un petit peu plus spacieux, un peu mieux équipé, un peu plus confortable qu'un fourgon, mais quand même assez compact pour passer un peu n'importe où. Parce que là, juste pour rappel, pour les gens, on va prendre 2 petites minutes. Tu vis à l'année, vous vivez à l'année dans le véhicule. Exact. Depuis combien de temps? Ça fait depuis 2016, donc un gros 6 ans à peu près là, maintenant, bientôt 7, qu'on habite à temps plein dans différents types de véhicules. On a fait des caravanes, petites caravanes, une caravane Airstream. Okay. Ensuite, on est allé vers des caravanes portées, donc vous appelez ça des cellules là, sur un camion. Pick-up, ouais. Exact. Okay. Puis là, le véhicule dans lequel on voyage en Amérique présentement, c'est sur un châssis d'un Ram 3500 avec une cellule qui a été construite sur mesure, selon nos besoins, par une compagnie québécoise qui s'appelle Lucky Base Camp. C'est une cellule en aluminium, toute isolée pour l'utilisation à 4 saisons. Les 4 saisons du Québec, donc même le grand froid de l'hiver. Puis c'est ça, on habite à temps plein maintenant depuis 1 an dans cette cellule-là. Mais là, présentement, on voyage en Europe dans un véhicule un petit peu plus rudimentaire, un petit Renault Trafic avec une tente de toit. Mais on s'y plaît, c'est comme un retour à la source du camping. C'est un peu comme ça qu'on a débuté dans nos aventures avec des petits véhicules qu'on dormait dans le camion. Donc, là, du coup, voyage en Europe pour reclasser aux gens pendant quelques mois. Pendant 3 mois, exact. 3 mois, et après retour dans les grands espaces. Exactement, c'est ça. Mais notre ambition, c'est quand même de revenir de temps en temps en Europe dans les prochaines années pour découvrir toute l'Europe au complet. Mais là, présentement, on découvre la France depuis 1 mois, puis on est ravis, on adore la France. Non, c'est top. Et nous, ça nous fait plaisir que vous soyez là aujourd'hui. Et puis, plaisir de discuter avec vous d'une autre façon de voyager, de ce que vous pensez de notre façon de voyager, de nos véhicules. Et puis là, on va regarder sur le Florium ce que vous en pensez de ce Florium. Oui, là, je commence à avoir envie peut-être de repartir avec ce véhicule-là à la fin. Je ne sais pas si vous allez me le permettre, là, on verra. Ça va être compliqué, mais on va négocier. Écoutez, on fait comme d'habitude. On va faire le petit tour à l'extérieur, le tour à l'intérieur. Et puis, tu vas pouvoir intervenir, nous donner tes avis et des fois, peut-être tes conseils ou les différences qu'il y a avec les véhicules de chez toi. Parfait. C'est ce qui nous intéresse. Donc, le porteur du Florium, alors déjà, on va donner le modèle tout de suite. C'est le Florium 65 LJG, donc le Baxter. Donc, on est dans la gamme des véhicules compact. Donc pour rappel aux gens, un véhicule compact, véhicule standard c'est 2,35 m, 2,30 m. Véhicule compact, c'est des véhicules entre 2,25 m et 2,10 m. Un fourgon par exemple, c'est 2,05 m pour nous. OK, donc un peu plus court que ce modèle-ci. Voilà, donc là on est une largeur entre un camping-car et un fourgon. On est vraiment entre les deux. Ça me semble un bon compromis pour ceux qui hésitent. Et le porteur, un Fiat, parce que chez nous il y a beaucoup de Fiat. Donc là, on est sur une motorisation en 2,2 litres, 140 chevaux. Sur du diesel, du gasoil. Sur du diesel, gasoil. Oui, parce que chez vous, pas beaucoup de modèles. Non, c'est ça. Nous, c'est très rare. Nous, on va avoir en fait le cousin, on va dire, du Kato qui est le Ram ProMaster chez nous, mais qui va se vendre pratiquement juste, je pense qu'il se fait juste en modèle à essence chez nous. OK. Je pense pas qu'on l'a en diesel.
Puis en fait, nous, on est encore sur le vieux modèle avec le vieux look, avec les lumières qui s'étirent un petit peu dans le haut. Là, oui, on n'a pas encore la version... Les anciennes faces avant. Ouais, exact. Impressionnant. J'aime beaucoup mieux la nouvelle façade là, des Fiat Ducato comme ça, qui est plus à jour. Ça, les feux ont changé, nous, depuis 2016. Quand même. Et bon, la calandre a un tout petit peu évolué. Là, le bas de la calandre a évolué l'année dernière. OK. Il y a un très beau look. Le devant est magnifique. Sur les côtés, j'entends 15 pouces en tôle. Donc, on a du 15 ou du 16. Les 16 sont souvent une option chez nous. Alors, ils peuvent être montés d'origine sur certains modèles assez hauts en gamme, notamment sur les intégraux. OK. Donc là, on est dans un modèle qui est quoi, moyenne gamme? On est sur on va être sur un moyen de gamme vraiment plus. OK. Bien équipé. Ouais, bien équipé, bonne isolation. On va le voir sur la conception extérieure. On a vraiment des atouts qui font qu'on n'est pas dans une gamme standard. OK. Mais on va dire les hauts de gamme ou les très hauts de gamme ont encore d'autres éléments avec des doubles planchers pour l'isolation, des choses comme ça. Celui-ci, il ne l'a pas. OK. Donc l'extérieur, on est en coque polyester. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Europe aujourd'hui. En fait, on a deux conceptions. Soit on est en alu sur l'extérieur, soit on est en coque polyester. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes. Au niveau de la marque Fleurette Fleurium, qui est une marque française, eux, ils sont vraiment spécialisés dans le côté polyester, fibre, etc. Donc c'est vraiment, eux, pas d'alu sur le véhicule. OK. La porte vitrée, quand il y a quelqu'un qui frappe comme ça, on peut voir. Ça, j'aime beaucoup parce que nous, en Amérique, la plupart des véhicules de loisirs vont avoir une vitre, mais qui est givrée, donc on ne voit même pas à travers. Ah ouais. Et presque tous les constructeurs utilisent exactement la même porte, qui est D'accord. très peu isolée, autant pour le son que pour la température, même si on pourrait penser qu'avec les grands froids qu'on a, que les portes sont super bien isolées, mais la plupart, non. Mais je trouve que vos portes sont vraiment d'un mieux pensées. Puis souvent, je ne sais pas si dans celle-ci, on va retrouver la poubelle à l'intérieur et du moins, on a un petit rangement. Mais je trouve que le côté esthétique est beaucoup mieux réfléchi. La poignée qui est en aluminium, j'imagine? Celle-là, elle est en plastique chromé. OK. Mais quand même, un style... Ça, la barre ici est en aluminium. OK. Puis on a déjà le petit store intégré. J'aime beaucoup les conceptions de vos portes en Europe. Juste avec le son, quand elle se ferme, ça sonne plus qualité que les nôtres. Mais alors là aussi, on est sur une porte Fleurette Fleurium, ce qu'on dit, on n'est pas sur un entrée de gamme. Donc en fait, on a aussi une porte. Là, c'est une porte Artal. En termes de qualité d'isolation de la porte, en termes de fermeture, on est sur une porte en fait en 2 points de fermeture avec la centralisée. Donc en fait, on a quelque chose qui est... Sur d'autres véhicules, j'aurais des portes qui semblent moins qualitatives et quand je la ferme, j'aurais pas ce son-là. Là, ça sonne qualité. Ça sonne qualité. Ouais. Nos fenêtres, alors la particularité chez nous, c'est que les véhicules, généralement dites entrée de gamme, on a des fenêtres en fait qu'on appelle des baies à flasquer. C'est que la baie, en fait, elle ressort du véhicule. Ouais. Et sur les véhicules un peu plus haut de gamme, on a des baies affleurantes. Donc la baie, en fait, elle ne dépasse pas. Le cadre dépasse légèrement, mais la baie ne dépasse pas. En fait, le but de ça, c'est d'avoir une meilleure isolation et d'avoir une fenêtre qui est moins facile à ouvrir en cas d'effraction. En fait. OK, ouais. Donc il n'y a pas de point pour venir la forcer. C'est difficile pour passer entre les deux et meilleure isolation. Et puis esthétiquement aussi, on a un véhicule qui semble plus lisse, plus plat. Ouais. Donc une meilleure isolation. Elles sont légèrement teintées chez Fleurette. C'est pas le cas chez tous, hein, mais il y en a où elle est légèrement teintée. Ça évite de bien voir l'intérieur. Là, on a les lumières qui sont allumées et tout, et on voit pas forcément beaucoup l'intérieur. Non. Puis est-ce que c'est un vitrage qui est simple ou double sur ces des doubles. là? C'est des doubles. Ouais, c'est des doubles. Mais sur les baies à flasquer, on a aussi des doubles vitrages. Mais le fait que la baie ne rentre pas dans son encadrement, thermiquement, on est moins bon. OK. Puis est-ce que c'est pas en verre, là, ces fenêtres-là? Non, c'est du plastique. Du plastique, OK. Ouais. Ça, j'ai remarqué, je pense presque tous vos véhicules, c'est presque jamais du verre sur les... Il y a très peu de verre, ça s'est fait il y a très longtemps, dans les années, avant les années 2000, il y avait des baies en verre en camping-car, après ça s'est arrêté. On est aujourd'hui sur, hormis les vannes, qui ont encore les baies en verre, parce que c'est des vannes un peu différents, mais en camping-car, baies plastiques, tout le temps. Plus léger, puis probablement moins coûteux aussi, j'imagine. Plus léger, moins coûteux, thermiquement meilleur, parce que le verre, malheureusement, c'est un bon conducteur, donc il faudrait vraiment des épaisseurs, des doubles épaisseurs, etc. Et le poids, il serait important. C'est ce qu'on a sur notre véhicule, justement, en verre double, mais les fenêtres sont très lourdes. Ouais. Après, en France, ce qui est assez... pour les utilisateurs, l'isolation thermique est hyper importante, alors qu'on n'a pas forcément des températures aussi extrêmes que les vôtres. Et pourtant, les gens nous demandent
forcément souvent quel est le type d'isolation, est-ce que c'est un véhicule qui est fait pour l'hiver, etc. Alors que quand on regarde la conception, et on va le voir au fur et à mesure, et je pense que tu pourras nous en reparler, en fait on a une isolation qui semble, quand on en discute par rapport à ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant, qui semble très performante. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai remarqué à date. Les réfrigérateurs, donc ça c'est les grilles extérieures. Réfrigérateur, on est en réfrigérateur trimixte, gaz 220 12 volts. OK. Il existe des compressions, mais c'est utilisé plutôt dans les fourgons en Europe et dans les vannes que dans les camping-cars. Ceux qui n'auront pas du propane ou du gaz pour le frigo. Là, on utilise donc du propane pour la partie gaz, alors que les compressions fonctionnent qu'en électrique. Ouais. Donc, moins gourmand en énergie. Plus performant sur le compression, gourmand en courant, mais au moins on n'utilise pas de gaz. Ouais. C'est un compromis. Exact. En fonction des utilisateurs et de ce qu'ils souhaitent, en fait, ça peut être un peu différent. On commence à voir chez nous arriver de plus en plus de compression et on pense que d'ici quelques années, même en camping-car, on passera sur de la compression. Donc là-haut, notre petite fenêtre encore et donc la soute. Donc là, la soute, pour pouvoir ranger des affaires, des vélos pliants, logerets. Des vélos standards, on est un peu trop petit sur cette soute-là, elle ne serait pas forcément assez haute suivant les vélos. On voit que chez Fleurette, en termes de finition, on a un bac, un monobloc. Ouais, tu vois, en termes de finition, nous, ça c'est un truc que je déplore un peu de nos véhicules en Amérique, mais la plupart du temps, les espaces comme ça de garage ou de rangement ne seront pas finis aussi bien que les vôtres. On ne verra pas le bois brut, il va toujours avoir quand même un recouvrement de finition. Ouais. Exact. On voit les petites barres de LED qui ont été intégrées, même la prise électrique pour recharger les vélos, si c'est des vélos électriques ou les trottinettes électriques ou peu importe. En France, la soute elle reste assez importante maintenant. Il y a quelques configurations où on en a de moins en moins, mais on voit qu'il y a une demande. Les gens aiment bien pouvoir loger table, chaises, etc. Dedans sans les mettre dans les planchers ou les choses comme ça. Oui, je pense que c'est peut-être le gros avantage des profilés par rapport aux fourgons, d'avoir ces immenses accès à des rangements comme ça. Souvent, on va avoir une petite portion garage en dessous du lit dans les fourgons, mais là, ici, c'est vraiment une taille importante. Ouais, puis le fait que ça soit complètement isolé, etc. Quelqu'un qui aurait un vélo à mettre, même si là on disait qu'un vélo standard ne rentrerait pas, le fait d'enlever les roues peut le faire rentrer ou autre. Si le vélo il est un peu sale ou autre, là on le rentre. Ça pose pas de problème. Pas l'intérieur de notre véhicule. J'imagine qu'on peut rincer ça avec un boyau. Là ouais, on peut lui rincer, alors pas forcément à grande eau, mais on peut prendre une éponge mouillée et laver le bac et ça se lave super bien. Donc la partie arrière du Fleurium, alors ça c'est vraiment la spécificité en fait chez Fleurette et Fleurium, c'est qu'on va avoir un système un peu unique sur le marché de monocoque arrière. Donc en fait sur la partie arrière, il n'y a aucune jonction, aucun joint. Donc pas de risque d'infiltration d'eau ou quoi que ce soit? Là j'ai pas de rail, j'ai pas de colonne, etc. Ce qui se passe au niveau de mon toit aussi, c'est que mon toit est un monobloc à recouvrement. Donc en fait, mon joint est sur le côté du véhicule et pas sur le haut du véhicule pour éviter que l'eau stagne et qu'elle reste là et potentiellement elle rentre dedans. Et là-dessus, on est sur un système qui est en fibre. En fait, c'est de la fibre avec ce qu'on appelle du gel coat, ce qu'on a sur les bateaux aussi. Et vraiment, on a quelque chose en termes de qualité d'isolation et d'infiltration qui est supérieur à la moyenne. C'est pour ça qu'aussi, on disait que tout à l'heure, c'était vraiment un milieu de gamme plus. Oui, parce qu'il est très bien construit pour durer longtemps, justement, en n'ayant pas d'infiltration comme ça. Et puis esthétiquement, du coup, c'est vrai que ça fait, c'est sympa, il n'y a pas de joints. Parce que les joints, le souci, c'est que dans le temps, il faut forcément les refaire. Hein. Ah oui, il faut les entretenir. Il faut les enlever, il faut les refaire. Des fois, ils sortent un peu du rail. Donc, ils vont sécher, ils vont craquer. Il faut les relisser, etc. Là, on n'a pas ça à faire. Il y en a quelques-uns forcément, parce qu'à un moment donné, c'est pas une monocoque non plus. Mais il y a quand même des joints à certains endroits. Donc lui, avec l'arrière qui est tout en monocoque et le toit qui est fait en une pièce, est-ce qu'il va se retrouver un joint sur le dessus à surveiller? Ou... En fait, sur la partie avant, donc on a la casquette avant qui est au-dessus de la cabine, qui vient s'encastrer dans la partie toit. Donc là, à ce niveau-là, on a un joint. Okay. Lui qui est à surveiller, mais c'est un joint qui est... C'est pas un vulgaire joint, c'est un joint qui est fibré, un peu comme de la coque de bateau. Quand on le touche, il est un peu d'ailleurs rugueux. Et c'est vraiment un joint qui est hyper résistant. C'est pour ça que c'est pas un simple joint non plus. On en a un sur la partie arrière et c'est tout. Après les autres ils sont sur le côté. Donc les autres sont moins à risque. Ouais.
Vraiment pas beaucoup d'entretien pour... Sur la largeur du véhicule que 2 joints, parce que les autres ont des joints sur la longueur totale du véhicule. Donc c'est plus contraignant. Ben ça, c'est très bien construit. Nous, la plupart des véhicules sont construits avec des joints tout le long qui fait le tour au complet, qui va créer une petite bosse qui va faire que l'eau va stagner et avoir tendance à s'infiltrer. Donc ça, je pense que vous avez un gros avantage sur nous au niveau de la construction pour éviter les infiltrations. Partie gauche. Donc là, on a notre deuxième accès du coup à la soute. Donc avec une plus petite porte, mais qui permet quand même de récupérer les affaires qu'on a besoin. Et puis moi, je suis curieux d'essayer la poignée qui est différente aussi de ce qu'on a. Donc là, notre coffre gaz. Donc là, on peut y mettre deux bonbonnes. Ouais, deux propane. Nous, les bouteilles les plus grosses qu'on trouve, c'est du 13 kg. Donc là, on peut mettre 2 bouteilles de 13 kg. On a un système qui nous permet d'avoir les 2 bouteilles connectées ensemble, enfin les 2 connectés tout le temps. Et on a un appareil qui va nous permettre en fait de changer la bouteille quand elle est vide. C'est-à-dire que j'ouvre mes 2 bouteilles, on en utilise une première. Il va faire quand elle est vide, il passe tout seul sur la deuxième. Et on a une petite couleur qui change pour nous indiquer que la première est vide. Okay. Et ça permet aux utilisateurs en fait, en pleine nuit que le gaz ne coupe pas l'hiver quand il fait -5 et que le chauffage s'arrête en pleine nuit et qu'il faille descendre pour pouvoir rouvrir la bouteille. Et après cet appareil-là, en fait, il nous fait une deuxième chose en même temps, c'est qu'il nous permet de rouler bouteille de gaz ouverte. Alors, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs chez vous. Oui, ben en fait, nous, on va pouvoir rouler avec les bouteilles ouvertes, mais simplement dans certains tunnels où, c'est exemple, on prend un traversier par bateau ou quoi que ce soit. Là, on va être obligé de les fermer, mais autrement, on peut les garder ouvertes pendant qu'on roule. Et sans appareil spécifique? Sans appareil spécifique, ce qui est un peu particulier. Écoutez pas ça. Écoutez pas ça. Mais c'est un sujet qui est très débattu dans la communauté des véhicules de loisirs chez nous. Il y a des gens qui vont préférer justement par précaution les fermer. Par rapport au danger du gaz? Exact. Okay. Mais exemple pour les appareils comme le frigo, si on veut le garder en marche pendant qu'on roule, ben, on est obligé de les laisser ouvertes. Ou parfois, si on est dans des températures hivernales, ben, on n'a pas le choix de garder l'habitacle au chaud. Au chaud, ouais. Donc, inévitablement, on doit le faire. Mais vous, le dispositif, c'est Truma qui fait cet appareil-là? C'est Truma qui fait cet appareil. Mais alors, on a le droit de rouler bouteille de gaz ouverte. On a le droit de rouler avec le chauffage en route. Mais par exemple, j'aurais pas le droit de laisser le frigo au gaz en roulant. Nous, il passe aux 12 volts en roulant. Okay. Mais pas au gaz. À cause qu'il y a la flamme qui pilote pour éviter la flamme, pour éviter qu'il y ait la flamme aussi quand les gens vont en station-service faire le plein. Oui. Ils feraient le plein avec une flamme pas très loin des pompes. Donc, je comprends, oui. Donc on n'a pas le droit de laisser le système. Après, ce qui se passe, c'est qu'on a des frigos qui sont en automatique. Donc en fait, le frigo de lui-même, quand on s'arrête, il va démarrer le gaz. Mais dès qu'on redémarre, il va passer aux 12 volts tout seul. Ah ben ça, c'est des systèmes qu'on n'a pas chez nous. C'est manuel. Oui, nous, c'est manuel, oui. On peut le mettre en automatique où là, aussitôt qu'il va détecter, exemple, qu'on est branché dans un camping, dans une prise électrique, il va se mettre automatiquement en électrique, mais quand on roule, il ne va pas embarquer sur le 12 volts automatiquement. Okay. C'est bien pensé. C'est mieux fait chez vous. Puis la poignée, j'aime beaucoup aussi la façon que c'est plus solide. Nous, on va avoir souvent des petits loquets. Avec la clé? Oui, avec la clé, mais qui sont vraiment moins solides. Là, après, on a vraiment... Ça, c'est la fermeture standard. Et après, on peut mettre un coup de clé, on appuie sur le rond et elle est fermée, verrouillée pour pas que quelqu'un aille dans le coffre gaz. La toilette à cassette. La toilette à cassette. Ça nous permet aussi... Des fois, en présentation, on la présente pas souvent, la cassette. C'est pas très glamour. C'est assez similaire d'un véhicule à l'autre chez vous. Oui. Enfin, c'est quasiment toutes les mêmes, 80% c'est du Tedford, donc c'est vrai que ça, on ne le présente pas forcément tout le temps. Et là, je la présente parce que je pense qu'il y a des différences. Ah ben, vas-y, je t'écoute. Je suis pas sûr que vous ayez des cassettes aussi. C'est assez rare. Ça existe, des toilettes à cassettes, mais c'est très, très rare parce qu'en fait, les infrastructures ne sont pas vraiment conçues pour vidanger des toilettes à cassettes, mais plutôt pour des gros réservoirs qu'on va appeler d'eau noire, qui est l'eau de la toilette, qui est dans un réservoir vraiment à part. Comme vous avez pour les eaux sales, ben nous, on va avoir un deuxième réservoir de la même taille souvent que le réservoir d'eau sale, qui va être pour les eaux de la toilette, qu'on va vidanger dans le même trou
qui va être dans le sol et non, exemple, à une hauteur confortable pour la toilette à cassette. Donc, nous, quand on vient avec la toilette à cassette, ben là, il faut essayer d'éviter de s'en mettre partout. C'est un peu plus fastidieux de les vidanger, tandis que vous, les infrastructures sont toujours conçues pour la cassette. La toilette à cassette. Puis, honnêtement, je trouve que personnellement, le seul désavantage de la cassette par rapport à ce que nous, on va avoir, c'est la taille du réservoir, parce que nous, on va avoir un réservoir des fois de 100 litres. 100 litres. Ça peut nous permettre de durer une semaine ou 2 semaines sans aller la vidanger. Par contre, nous, si on veut aller la vidanger, on n'a pas le choix de déplacer notre véhicule, de tout ramasser sur l'air. Aller le vidanger, ouais, exact. Si on est calé et qu'on a sorti le store, le haut-vent, il faut tout remballer. Il faut tout remballer pour aller le vidanger, à moins que notre terrain de camping ait la connexion pour le faire directement, mais c'est plus fréquent qu'on va l'avoir. Vous, c'est assez rare, il faut aller vraiment toujours à l'endroit pour les vidanger, tandis que nous, très fréquemment, il va y avoir les installations sur chaque terrain individuellement. Et ça, c'est plus sur les aires, enfin sur les campings. Sur les gros campings, que sur les aires. Les RV parks, là, les gros les campings pour les véhicules récréatifs, pour les véhicules de loisirs. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup le concept parce que justement, même s'il faut la vider peut-être à tous les 2 jours ou 3 jours, ben, au moins, on n'a pas besoin de tout défaire le véhicule. Ça prend 5 minutes, on revient, puis c'est réglé, donc c'est plus rapide à faire. En moyenne, pour donner une moyenne aux gens, une cassette des toilettes à 2, ça fait 3 jours. Ah, quand même. Donc, c'est pas si mal. On a une vingtaine de litres. Puis si on considère que les gens souvent vont être partis pendant la journée pour explorer, vont utiliser une toilette publique pendant la journée, donc ça peut s'étirer encore plus longtemps. Au camping, on va utiliser celle du camping, etc. De toute façon, on en revient, souvent sur nos vidéos, on dit qu'un avantage amène un inconvénient. Et là, quand tu me parles un peu justement du fait de devoir déplacer son véhicule ou pas, en fait, c'est bien, vous avez 100 litres, mais si les 100 litres sont pleins, c'est-à-dire qu'il faut quand même bouger, enlever les cales. Donc en fait, à chaque fois, il n'y a pas de système parfait. Il y a des systèmes qui s'adaptent mieux à chaque personne, mais en tout cas, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Ah, tout à fait. Est-ce que une question un peu par curiosité, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont les vidanger, exemple, dans une toilette ordinaire, exemple à la maison pour pouvoir la vidanger? Ou... Alors, certains le font. Après, il faut juste faire attention, c'est que là, nous, dans les cassettes, il y a des produits qui se mettent dedans. Il y a un produit pour détériorer les matières, etc. Les gens qui ont, par exemple, chez eux, une fosse septique, ils ne pourront pas le faire à la maison. S'ils ont mis du produit dedans, il ne faut pas le faire parce que le risque, c'est d'endommager la fosse septique. Okay. Après, il y a des produits qui sont aptes à la fosse septique. Donc, c'est un produit qui est un peu différent. S'ils ont mis ce produit-là, effectivement, ils peuvent le vidanger chez eux s'ils voulaient dans les toilettes. Il n'y aurait pas de problème. OK. Mais j'aime beaucoup le système, mais c'est vraiment une question de culture. Je pense que vos infrastructures sont vraiment mieux conçues pour les cassettes et nous pour les gros réservoirs d'eau noire. Quand tu prendras l'avion. Mais ça, je trouve ça un peu drôle, par contre, de voir dans les campings et les airs, voir les gens se promener avec les eaux sales comme ça. Ça donne un drôle de look. Ah, je suis pas sûr que la douane laisse passer. Son bagage à main. Ouais. Ah, il doit loger en plus en termes de taille. Hein. On peut l'emmener dans la cabine. Donc ça, c'est l'échappement du chauffage, ce qui nous permet d'évacuer les gaz brûlés et d'aspirer les gaz frais aussi pour le chauffage. Et à côté, on a notre prise 220, enfin notre remplissage d'eau et notre prise 220. Est-ce que vous avez un branchement pour, si exemple vous êtes sur un terrain de camping qui offre l'eau directement pour la garder toujours connectée ou il faut toujours remplir le réservoir à chaque fois? Toujours remplir le réservoir. OK. Notre système, il y a un système d'évent en fait, qui, le réservoir, il ne peut pas être mis sous pression. Effectivement, je sais qu'il y a des véhicules aux États-Unis où vraiment on vient connecter, on laisse connecter. En fait, nous, pratiquement tous les véhicules ont cette option-là pour pouvoir le laisser brancher comme si on était à la maison pour avoir de l'eau à l'infini. Non, là, c'est pas possible. Nous, il existe des systèmes pour, au lieu de juste mettre le tuyau dans le trou en fait et d'ouvrir, il y a des bouchons qui existent. Alors, c'est pas sur tous les véhicules, et c'est pas possible sur tous les véhicules, mais certains, en fait, c'est juste une connectique pour éviter de mettre de l'eau partout, d'éviter que le tuyau s'en aille, etc. Okay, mais les gens ne peuvent pas laisser ça ouvert, parce que sinon, ça sortirait partout. En fait. Ouais. Le système n'est pas conçu pour avoir de la pression d'eau constante. Pas du tout. Avec les vents, etc., pas du tout. OK. Et puis notre branchement électrique qui nous permet de charger notre batterie, d'avoir du 220 dans le véhicule. Ça, je pense que c'est à peu près similaire. C'est juste nous, c'est pas du 220, ça va être différent pour l'électricité. 110? Nous, c'est du 110. En fait, c'est 120 volts. Mais puis les véhicules, on va avoir deux types de fils. On va avoir les plus gros véhicules vont avoir des entrées de 30 ampères avec un fil qui est plus gros, une prise électrique un peu plus grosse. Puis les plus petits véhicules vont avoir du 15 ampères, donc un fil un peu plus petit. Puis les fourgons, souvent, ça va être juste un fil comme une rallonge électrique ordinaire résidentielle.
Bah nous, il n'y a qu'une seule. Oui, c'est ça. Pour les gens, c'est facile, il y a une prise comme ça c'est la norme en Europe. En fait, cette prise bleue, c'est une prise européenne. C'est aussi l'avantage, par contre, c'est que cette prise-là, les gens aujourd'hui qui sont en France, qu'ils aillent en Espagne, qu'ils aillent en Italie et en Allemagne, en fait, ils vont toujours se brancher avec la même prise sur tous les campings. Pas besoin d'adaptateur toujours. Non, ils n'ont qu'une seule rallonge et ils sont tranquilles. C'est bien. Donc voilà un peu pour la partie extérieure. Est-ce que tu peux donner ton avis sur le look extérieur? Ben moi, je trouve ces véhicules-là qui ont un très beau look, honnêtement. J'aime beaucoup. Par contre, je trouve que c'est le truc qui est un peu différent un peu de chez nous, mais tous les véhicules ont un peu le même look, la même couleur ou presque. Blanc. Ils sont presque toujours blancs, toujours un peu le même style. Mais pour moi qui est canadien, qui a moins l'habitude de les voir, je les trouve magnifiques. Je trouve que le design est bien fait. Je trouve qu'ils ne sont pas trop disproportionnés. J'aime bien la taille. Je trouve qu'avec surtout ce modèle-ci qui est vraiment avec des coques en fibre. Ouais, le fait que ce soit des monocoques partout. Je trouve que ça lui donne un look un peu plus mieux fini, alors plus de qualité, on dirait, que la plupart des autres profilés comme ça. Mais j'aime beaucoup le look. Puis surtout le nouveau devant du Ducato par rapport à nous. On va l'importer. Ouais. Le pire, c'est que quand on a visité le salon du véhicule de loisirs de Paris, on regardait les prix et on se disait il faut qu'on les importe. Par rapport à nous, un véhicule comme ça au Québec, ça va se vendre dans les 150-200 000 $ canadiens pour un véhicule de cette qualité-là. Tu peux faire juste la conversion pour les gens en euros? En fait, présentement, c'est 1,34 $, si je ne me trompe pas, canadien pour 1 $, donc 30 % de différence là, entre notre dollar et le vôtre. Donc, ça reviendrait quand même beaucoup plus avantageux de les importer. Mais là, ce qu'on nous a dit, bref, dans les commentaires de notre vidéo, c'est que c'est impossible d'importer des véhicules de moins de 15 ans. Donc, on pourrait juste importer des vieux camping-cars. Et pas des récents. Exact, pas des récents. Fait que justement, ils font ça pour protéger le marché. Parce que sinon, tout le monde ferait ça. Eh oui. Après, on en arrivera au prix à la fin de celui-ci. Je te donnerai le prix. Parce que c'est vrai qu'au salon, des fois, on voit des prix, mais entre le prix du modèle exposé, les options, pas les options, etc. Donc là, tu auras le prix de celui-ci avec les options. Le vrai prix. Le vrai prix. On a vu l'extérieur. On va monter à l'intérieur. Je me permets de monter d'abord. Ben, je te laisse. Il n'est pas encore à moi le véhicule, donc je te laisse y aller pour l'instant. Donc, ce qu'on fait toujours un peu dans nos vidéos, c'est qu'on parle un peu du porteur. Bon, effectivement, ça se ressemble tous un peu, parce qu'on a des bases en France, donc... beaucoup de châssis Fiat, un peu moins en ce moment pour des histoires de disponibilité. Et après, on a aussi un peu de Citroën et de Peugeot, mais au final, qui ressemblent beaucoup au Fiat. C'est pratiquement le même véhicule, on dirait, de l'extérieur, là, juste. Ouais, ça se ressemble extérieurement fortement, intérieurement quelques différences, parce que Fiat a modifié un peu le look de son tableau de bord récemment. Mais sinon, c'est plus ou moins la même chose. Ça fait aussi partie du même groupe, c'est le même constructeur maintenant. Il y a eu des rachats, donc c'est le même. Et après, il y a un peu de Ford aussi chez nous et quelques Mercedes, mais ça reste encore très rare. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, Fiat 2,2 litres, 140 chevaux, boîte manuelle. Nous, ça, c'est vraiment une grosse différence. Chez nous, les véhicules manuels, surtout pour des véhicules d'une taille comme ça n'existe plus depuis des années. Nous, ça va toujours être en automatique et toujours presque à essence aussi. On va tomber dans le gasoil ou dans le diesel, plus pour les gros véhicules, dans les intégraux ou les gros motorisés sur des châssis d'autobus, là, exemple, qui vont être sur du diesel, puis on va toujours être sur de l'automatique, jamais de boîte manuelle. Alors nous, en France, on a de plus en plus de demandes, enfin en Europe même, on peut généraliser, il y a de plus en plus de demandes sur de la boîte auto. Le problème, c'est que cette demande, elle est très récente. Alors, en Allemagne, peut-être un peu avant, mais en France, ça fait que, on va dire, 2-3 ans que les gens nous demandent énormément de boîte auto. Le problème, c'est qu'ils nous ont demandé de la boîte auto. Mais les véhicules étaient déjà construits ils étaient avant. déjà construits, et puis l'arrivée du Covid, en fait, a fait que les disponibilités étaient moins faciles, les constructeurs avaient du mal à fabriquer la boîte auto. Donc, le résultat, c'est que les gens ont demandé de la boîte auto au moment où les constructeurs n'étaient pas capables de sortir de la boîte auto, ou pas autant qu'on en voulait. OK. Donc on en a, les gens aiment bien, mais ça reste plutôt rare. Ouais, je comprends. Donc là, sur celui-ci, on est équipé donc climatisation, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, tout au niveau commande au volant. Une spécificité sur le Fleurette, c'est qu'on a les stores plissés cabine. Donc
ça c'est aussi bien pare-brise en fait et les vitres, hyper facile à mettre en place. Donc ça c'est quelque chose qui est courant maintenant, pas toujours d'origine, mais courant maintenant. Souvent en option ou en accessoire après. Mais en utilisation c'est tellement bien parce que quand c'est un système de rideau, c'est pas forcément toujours facile à mettre, puis ça pend un peu, ça peut se salir. Et quand c'est des systèmes à ventouse, ça tient tant que ça tient. Ouais, c'est ce qu'on a dans notre petit trafic, notre petit Renault, et on n'est pas des grands fans, on n'est pas des amateurs. Avec l'humidité ou autre, le rideau peut un peu tomber ou pas bien s'accrocher. Et c'est long à installer aussi. Là, ici, ça c'est rapide, c'est plus efficace comme technique. Et puis même, on se gare sur un parking, il fait chaud, on tire juste, ça évite que le soleil quand même rentre, que le volant soit brûlant, etc. Ouais. Donc pour la partie cabine, on est bon. Moi déjà, j'ai un autre commentaire à faire, mais les sièges, c'est certainement pas les sièges d'origine où ils doivent être recouverts parce qu'ils semblent plus confortables et plus luxueux que dans les Fiat directement d'origine. Mais là en fait c'est entièrement ça, c'est-à-dire qu'ils gardent la base du siège Fiat et ils vont le rehausser, mais aussi le remettre des mousses. Le rembourrer. Ouais, qui fait qu'ici on est plus haut, donc donner un peu un effet de canapé un peu dedans. Donc on va dire que là sur ce modèle-là, les marques Fleurette Fleurium, qu'on disait tout à l'heure, qui est vraiment une marque en finition qui est supérieure à ce qu'on peut trouver dans la moyenne, c'est aussi dû à ça en fait. Siège rembourré. Ça fait partie du luxe supplémentaire qu'ils offrent. Le simili-cuir, on voit avec les petites surpiqûres au niveau des coussins, les accoudoirs qui sont rehaussés, ne pas avoir l'accoudoir en plastique et la mousse qui est pas très jolie. Ouais, puis c'est quand même intéressant, je trouve, parce que surtout dans cet aménagement-ci, les sièges conducteurs et passagers sont quand même utilisés dans le salon. Dans le salon, exact. Donc c'est intéressant qu'ils soient confortables aussi. J'en ai pas parlé encore, mais j'aime beaucoup le plan d'aménagement de ce véhicule-ci. J'aime le fait que la section, on va dire salon, table à manger, table de travail, ça peut servir à plein de choses, soit vraiment le plus éloigné possible du lit, parce que si jamais on a l'autre personne qui dort, si on est en couple ou en famille, au moins on peut vraiment séparer deux espaces distincts, même si c'est un véhicule qui est compact, on a des espaces séparés. Parce qu'on ne l'a pas annoncé au départ, on va le donner maintenant, mais on fera un petit récap à la fin. Le véhicule il fait 6,59 m. Quand même, oui. Donc 6,59 m, donc c'est, nous dans nos véhicules, ça reste du véhicule court. Les plus petits, on est à 6 mètres en camping-car. Et après, on va jusqu'à 7,50 m. Ok. Je parle en 3,5 tonnes parce que notre législation nous limite à 3,5 tonnes pour le permis voiture. Ouais, exact. Et après, il nous faut un permis poids lourd et là, on peut aller à 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres, 16 mètres. Donc lui, on peut le conduire avec n'importe quel, avec un permis standard. Un permis standard. Et même quelqu'un qui vient d'avoir le permis il y a 2 jours peut conduire ce véhicule-là avec son permis voiture. Donc le salon, à savoir que ce véhicule, c'est un véhicule pour 4 personnes. On a alors 4 personnes en roulant, donc on a 4 places carte grise. Donc les deux qui sont ici ont des ceintures, et là où tu es assis, il y a aussi 2 ceintures qui sont cachées au-dessus de l'appui-tête entre les deux. Ok, ouais, ici. Ouais. Donc si on ne se sert pas des ceintures, en fait on les laisse derrière, et si on s'en sert, on va les faire passer en fait devant le coussin, et ce qui va nous permettre de mettre 4 personnes en roulant. Attention. Donc la deuxième personne va être vraiment plus ici? Ce coussin-là, il s'enlève. Ok, comme ça. Non, on est toujours face à la route. Ok, donc les deux vont être côte à côte? Ouais, côte à côte. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever ces deux coussins. Ah, ok, pour se faire de l'espace, ouais. Ce coussin-là va s'enlever. Il y a une trappe en dessous qui va se baisser. Comme ça, les deux ont les pieds posés au sol. Ok, bon, plus confortable qu'un peu croche comme ça. Face à la route. Ça, c'est notre réglementation à nous en France, en Europe même, qui nous oblige. Les sièges route doivent être avec ceinture. Ça semble à peu près normal, mais, mais face ou dos à la route. Ok, ça pourrait être de dos aussi. Ok. C'est pas possible. Mais je pense que c'est la même chose pour nous aussi en Amérique. C'est juste que j'ai jamais eu de véhicule où il y avait des banquettes ou avec des ceintures cachées un peu partout. Et après en place couchage, sur celui-ci on est à 3 places parce qu'en fait donc la table se baisse, on peut faire un couchage en bas, mais ça reste un couchage pour une personne. Okay. De toute façon, clairement, nous on a tendance à vous le dire dans nos vidéos, ce qu'on pense du véhicule, dans le sens où celui-ci, je pense que vraiment c'est un véhicule idéal à 2. Ouais. Ou 2 plus un enfant. On va dire. 2 plus un enfant ou 2 plus un adulte pour un week-end, enfin pour 2 jours ça va aller. Après, vraiment dans l'utilisation, quelqu'un qui me dirait je veux partir à 3 tout le temps, je suis pas sûr, ou en tout cas si c'est un enfant de moins de 10 ans ça va aller, et après ça va peut-être être un peu serré, ouais.
Après, en termes de rangement, on aurait ce qu'il faut, mais c'est plus en termes de place et d'habitabilité en fait. Ouais, je comprends. Donc là-haut, en partie haute, on a plein de petites trappes de rangement. En fait, c'est des placards hein, où on va avoir des planches supplémentaires. Ça aussi, en fonction des gammes, généralement, un entrée de gamme chez nous ne va pas avoir cette petite planche. Et après, dès qu'on monte un petit peu en gamme, on a la planche qui nous permet au niveau des placards quand même de ranger un peu plus facilement. J'aime beaucoup aussi le souci du détail, d'avoir, par exemple, une petite forme pour le décor, pour le look. Ça, c'est quelque chose que chez nous, on dirait que les véhicules sont faits un peu plus à la chaîne et c'est plus rapide de faire une coupe droite, donc ils vont faire une coupe droite. Puis je trouve que le style européen est aussi un peu plus épuré, on est plus dans les couleurs pâles, moins dans les teintes de bois. Foncé. Ouais, nous on est plus dans les... je dis des teintes de bois, je voulais dire plus foncé, t'avais les bons mots. Mais nous c'est ça, en Amérique, ça va être beaucoup un style un peu plus ancien, on va dire. C'est une clientèle plus âgée chez nous qui vont avoir des véhicules récréatifs la plupart du temps, des véhicules de loisirs. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais les Américains, je pense qu'ils aiment plus les couleurs foncées. Donc, mais moi, je trouve que pour un petit espace comme ça, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du pâle. Ça agrandit l'espace. C'est plus lumineux. Depuis quelques années, en France, on a quitté le bois foncé, qui était très présent dans les véhicules, pour des choses un peu plus claires, pour du blanc, pour du gris dans certains véhicules, des couleurs un peu plus modernes. Après, là, on a affaire à une marque aussi qui est intéressante sur les bois, que tu disais par rapport au Galb, parce qu'en fait ça c'est une marque Fleurette qui a sa menuiserie intégrée à l'usine. Donc ils font eux-mêmes leurs meubles. Ils font eux-mêmes leurs meubles, ils ont une section où on va avoir vraiment des menuisiers qui coupent les meubles, qui coupent les planches, qui font les galbes, qui font les champs, etc. Donc en fait pour eux c'est aussi plus facile de suivre les tendances et les modes, et si demain la tendance à la mode c'est d'avoir des systèmes ronds, ils pourront faire des systèmes ronds assez facilement, ils ne dépendent pas d'un fournisseur externe. En fait. Côté décor, par contre, si je dois faire ma petite remarque que j'aime moins un peu, je suis moins amateur de le type de tissu qu'on retrouve. Déjà, on voit une petite marque là, de main sale ici, là, je pense. Fait qu'on voit que c'est plus salissant, un peu plus dur à nettoyer, je trouve. Puis je spécule parce que j'ai jamais habité dans un véhicule comme ça, mais souvent quand on fait à manger, tout ce qui est tissu, souvent ça a tendance un peu à absorber des fois les odeurs. Ça, c'est peut-être ce que j'aime moins dans le décor. En fait, on en revient toujours au même, ça a un avantage et un inconvénient. Effectivement, en termes de lavage, là, le tissu qu'ils mettent, il se lave plutôt bien. On a des produits un peu spécifiques pour les laver, mais ça se lave plutôt bien. En fait, l'avantage technique de ça, c'est que c'est un très bon isolant et un très bon insonorisant. Oui, c'est ça que j'allais dire pour le son, c'est sûr que ça aide. On le sent juste quand on se parle que le son est bien, ça rebondit pas. Etc. Et le côté, les véhicules qui sont avec des polyesters intérieurs, il y en a, ça fait plus froid en fait quand on monte dedans, ça fait un peu moins chaleureux. Donc là, ce système-là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est plus utilisé dans du haut de gamme que dans des entrées de gamme. Donc on voit des tissus, on voit certains même qui mettent des simili-cuirs au plafond. Bon, ça coûte assez cher. Un petit peu plus, un peu plus dispendieux. Forcément. Donc c'est vrai que... Mais c'est drôle parce que je fais cette remarque-là, mais notre véhicule, à nous, l'intérieur est tout en tissu aussi. Mais c'est juste peut-être la couleur du tissu, puis il semble se nettoyer mieux et moins être salissant un peu, parce qu'il est plus un gris un peu plus foncé un peu. C'est peut-être plus la couleur ou le style de celui-là que j'aime moins. Mais sinon, pour le reste de l'intérieur, je trouve vraiment qu'on ressent une qualité supplémentaire, puis un souci du détail. On voit que toutes les petites vis sont vraiment bien camouflées avec le même détail qu'il y a sur le panneau couleur, ici, la même couleur, exact. Je trouve que vraiment dans la finition, il y a un petit détail supplémentaire par rapport à nos véhicules chez nous. Ils ne mettent pas de cache-vis. Ben, il va en avoir parfois, mais ils sont vraiment plus apparents ou sont moins... exemple, ici, on voit vraiment même la même forme. Nous, il va peut-être être juste tout blanc. Ou parfois, la plupart des vis, en fait, nous, il y a très peu de vis dans les véhicules de loisirs. Ça va souvent être cloué avec une petite taqueuse et les clous, ils vont être bouchés à la va-vite. On voit encore les traces de la main du menuisier qui a construit le meuble. Là, donc... pour ça, on voit vraiment qu'il y a un souci du détail supplémentaire dans la construction des meubles de vos véhicules. OK. Surtout de celui-ci, du moins. Alors là, on est ce qu'on dit, vu qu'ils ont la menuiserie intégrée haute, ils sont très performants sur l'assemblage des meubles ou autres. Après, en règle générale, on
peut dire quand même qu'en Europe, sur les meubles, ils savent faire. Oui, exact. Ben même, on voit la table, le support, tout est solide. Là, c'est pas, nous, souvent, les tables, ils vont être très chambranlantes. Ça bouge beaucoup. Là. Ici, on sent qu'on est dans quelque chose de solide. T'sais, on peut la glisser, peu importe si on est au maximum, elle reste encore très solide. Là. Ah oui, elle tourne en plus. Hein? Ouais, j'aime beaucoup ce pied-là. Comme ça, on peut travailler. Ben oui, on peut travailler face à face. On va repartir avec, je te le dis. Alors là, il y a à l'entrée, vu que c'est un véhicule qui est assez compact, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un petit strapontin en plus si jamais on avait un invité pour l'apéritif. Ah, ben oui, c'est pratique. Et de l'autre côté, on attaque en fait le début de la cuisine. Donc là aussi, on a un petit système qui se relève pour pouvoir poser les affaires. Parce qu'on reste sur une petite cuisine, parce qu'on est sur un petit véhicule. Ben oui, bien sûr. Puis est-ce qu'ils pensent, ça c'est le truc souvent dans les plans d'aménagement qu'ils réfléchissent pas, mais est-ce qu'il y a un rangement à quelque part pour les chaussures, pour les souliers? Alors sur certains oui, mais c'est pas systématique. Alors certains véhicules qui sont un peu plus grands, en fait il n'y a pas de système de strapontin, ça va vraiment être un petit bloc et souvent là, à ce moment-là, dès l'entrée on va avoir un placard pour pouvoir mettre les chaussons, etc. Les charentaises. Les charentaises. C'est important chez nous. C'est ce que j'ai remarqué. Mais là, après, dans des véhicules plus petits, non, pas forcément. Ça devient un peu plus dur de lui trouver des rangements adéquats. OK. Donc, c'est à réfléchir quand on est propriétaire à trouver un endroit où les mettre. Ou vivre pieds nus. Comme moi, avec des gougounes, des bonnes gougounes québécoises. Notre cuisine. Alors, on a un évier rond. Donc, c'est là où il ne faut pas se tromper. Hein. Ouais, là on a l'évier, ça c'est pas le lavabo. Sinon, là derrière, il y a 10 000 personnes. Ils attendent juste qu'on dise lavabo. Lavabo, c'est dans la salle de bain. Là, on est sur l'évier. Chez Fleurette, ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez grand en fait. Oui, exact. Je trouve qu'il y a une belle dimension pour laver les assiettes ou quoi que ce soit. En plus, en étant rond, ben, c'est le bon format. Ouais. Une petite casserole, etc. On peut tout mettre dedans, c'est vraiment top. Ils ont mis un petit système depuis quelques années de stop-goutte. Donc en fait, ça nous permet, une fois qu'on a fini de s'en servir, si on le referme comme ça, pour éviter que les gouttes, des fois, elles tombent là ou autre. En mettant à l'envers. En fait. Ah, c'est bien pensé. Donc c'est un petit détail, mais assez intéressant. Notre plaque gaz, en 2 feux. Alors ça, c'est aussi en France, on a plusieurs combats. Il y a un combat sur le feu gaz. Pendant un temps, on a eu toute une génération de véhicules avec 3 feux. Et les gens disaient que c'était pas possible en fait de mettre 3 casseroles ou 3 poêles en même temps. Rentre même pas. Ça rentre pas, etc. Et effectivement, ils avaient raison. Donc, le combat de beaucoup de concessionnaires, c'était de dire remettez-nous des feux 2. Ça prend moins de place. Voilà, et il y a de la place, quoi. Ouais. C'était un bon combat. Ouais, ben je pense que chez nous aussi, on a un peu la même chose. La plupart des véhicules sont rendus avec 2. Souvent, on va avoir, de plus en plus, on va avoir des véhicules qui vont être avec des plaques à induction au lieu du gaz. Maintenant que les véhicules sont équipés de plus de batteries au lithium avec plus d'équipement un peu. Mais je dois avouer, nous, on est rendu avec l'induction, mais je m'ennuie du gaz. Je trouve que c'est plus agréable de faire à manger sur le gaz. Mais... Au niveau de la au niveau de la chaleur, du réglage, etc. peut-être. Exact. Puis on dirait que c'est plus facile à gérer. Je sais pas, c'est peut-être mon habitude, là, mais je préférais cuisiner sur le gaz. Mais un truc que je remarque qu'on n'a pas encore parlé, mais là, ici, on a la hotte aspirante. Chose qu'au véhicule de loisirs, Valérie, ma conjointe, elle, était vraiment furieuse. Il n'y avait aucun véhicule qui avait de ventilation. Il n'y avait pas très rarement de fan d'intégrer. Dans les lanterneaux, souvent, c'est juste une fenêtre qui ouvre, mais il n'y avait pas vraiment de ventilation. Puis dans un petit véhicule comme ça, c'est important d'avoir quelque chose pour sortir l'air quand on fait de la cuisine, etc. Pour l'humidité, l'odeur. Là, on l'a d'intégrer, puis il semble être assez performant. Performant, puis esthétiquement... oui, il est très... on le remarque à peine. Et sur celui-ci, on extrait vraiment l'air à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des hottes, des fois en France, qui sont des hottes où on va recycler en fait l'air. C'est-à-dire qu'on va essayer de stopper les graisses. Puis ramener l'air à l'intérieur. Et on la ramène à l'intérieur, alors que là, on la prend et on la met vraiment dehors. Donc ça, c'est l'idéal. Ouais. Et ils ont plein de petites astuces aussi. Fait que ça nous fait une petite tablette supplémentaire. Une petite tablette, un petit casier à épices qui nous permet
D'éviter d'avoir ça qui traîne aussi, parce qu'une fois qu'on l'a enlevé, on ne sait plus où le mettre forcément. Bah oui. Donc là-haut, on a toujours des rangements. Dans nos cuisines, on est équipé prise 220 et prise 12 volts. Et après, donc, au niveau des placards, on a une seule fermeture commune. Ça, c'est bien, c'est depuis quelques années apparu en camping-car. C'est-à-dire qu'on peut verrouiller, et après on déverrouille et tout est ouvert. Ah, ok. On n'a pas besoin de rappuyer sur chaque placard pour pouvoir les ouvrir. Ok, donc quand on prend la route, on les verrouille, puis il n'y a pas de danger que ça ouvre. Ça ne s'ouvrira pas. Donc là, on a des grands tiroirs. Ils ont des belles cuisines, même si on est sur un petit véhicule. Ouais, on a beaucoup de rangements dans la cuisine. Ça, c'est mon combat personnel. Je t'écoute. Les ranges couverts. On trouve des fois aberrant en fait que certaines marques assez haut en gamme font l'économie en fait d'un range couvert. C'est hyper pratique. On est d'accord que en fait, l'utilisateur ne l'utilisera pas sans range couvert. Il sera quasiment obligé d'acheter un range couvert. Il n'y aura pas le choix d'en acheter un. C'est inévitable. Et on trouvait dommage en fait que certains, pour quelques euros, se passent. Ouais, puis c'est pas un accessoire qui coûte très cher. Je peux le comprendre dans des gammes où le prix est vraiment très serré, où ils essayent d'avoir le meilleur prix, etc. Là, on va compter presque à l'euro près. On trouvait dommage en fait que dans des marques un peu plus haut de gamme, ça y soit pas. Puis ça vient avec ça, c'est des séparateurs ou Non, c'est pour mettre derrière le frigo l'hiver. En fait, on a des caches à mettre pour le rendre plus performant. Ok. Pour Ouais. Ok. Et là, on est sur charnière freinée. Ah, génial. Ah, puis lui, ce tiroir-là est immense. Ah, puis il y a la poubelle intégrée. Poubelle intégrée. Bien pensé. Poubelle intégrée, ça c'est le support de la télévision. On peut lui remettre une télévision. Alors en France, c'est très rare de les avoir d'origine. Ça fait peut-être des fois partie de packs optionnels à l'usine. Et là, sur celui-ci, la télévision, en fait, elle irait se mettre ici. Ok, avec les branchements ici. Ouais. Donc au-dessus du salon aussi, on a un lanterneau à 500 par 700. Ouais, qui donne une belle luminosité à l'intérieur. Ça, j'aime beaucoup. Donc après, dans notre cuisine, on a notre frigo. Quand même une belle dimension pour la taille du véhicule. On s'approche d'une taille résidentielle ordinaire. Oui, dans certains petits appartements, je pense qu'ils sont moins grands. Ouais, c'est ça. Et après, on récupère de petits rangements juste au-dessus. Et donc là, on a un rideau, parce que si jamais on voulait justement, on disait tout à l'heure, quelqu'un qui est dans le salon, qui travaille, ou même qui veut cuisiner, qui veut manger, et l'autre personne est fatiguée en fait. On peut diviser l'espace. On va pouvoir aller la coucher. Hop, ah ouais, j'aime ça. Donc au moins pour la partie nuit, pour que y ait moins de jours, etc. Ça fait pas un cache sonore le rideau, mais ça permet quand même aux deux d'être bien séparés en fait. Ouais, vraiment. Le jour où on se fâche avec madame, on peut séparer l'espace. Tantôt, on disait pour les gens qui vivent à temps plein, je trouve que c'est vraiment la taille idéale de véhicule parce que ça arrive qu'on peut se fâcher en couple. Il y a la soute aussi. C'est ça. On peut dormir dans la soute. Elle est chauffée. C'est confortable. Confortable, je suis pas sûr. J'émettrais un doute. Est-ce que c'est un rangement en dessous ou c'est un accès pour... Non, c'est un petit rangement. Ah, ok. Pas forcément hyper accessible, mais bon, au moins comme ça, il n'y a pas de place de perdu. Ouais, exact. Une bonne utilisation de l'espace. Les chaussures. Ben oui. Après, c'est pas forcément dans l'entrée. Non, mais je veux dire, dans un véhicule comme ça, on est à un pas de tous les rangements, donc c'est pas si grave. Après, donc on a la partie douche-toilette. Donc là, c'est une partie commune, dans le sens où on a tout rassemblé ensemble. Donc là, on a une salle d'eau, on va dire, on a ici. Une salle d'eau. Certains disent salle de bain, mais normalement, quand il n'y a pas de baignoire, on ne devrait pas. Donc, chez nous, on dirait salle de bain, mais là, ici, pour les besoins de la chose, on va dire salle d'eau. Encore une fois, il y en a 10 000 derrière. Et là, en fait, ils ont tout rassemblé. Le fait qu'on soit dans un petit véhicule, c'était une nécessité d'avoir la douche et le toilette ensemble. Donc là, c'est le cas. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir avoir notre lavabo. Ok. Hop. Donc on a un petit lavabo qui se déplie. En fait, la douche et le toilette est plutôt bien pensée dans celui-ci parce qu'on a une surface qui est assez petite en fait. J'aime beaucoup de la façon que
Ça, c'est un truc qui est vraiment différent par rapport à chez nous, mais l'utilisation de cacher le lavabo, de pouvoir l'enlever de l'espace pour pas qu'il soit dans notre espace vital, justement, pour soit utiliser la toilette ou la douche. Je trouve que c'est vraiment une bonne utilisation que vous en faites. Puis nous, en Amérique, il y a très peu de véhicules, en fait, à ma connaissance, qui vont vraiment... qu'on va pouvoir déplacer des trucs de plomberie. Souvent, c'est toujours fixe. Ah, fixe, ok. Exact. Puis souvent, on va se retrouver avec une toilette où on doit être à la toilette avec la jambe un peu croche pour être capable de l'utiliser. Là, tandis que là j'imagine que le siège, lui, se pivotait sur cette toilette-là. Lui, il tourne. En fait, on va pouvoir l'orienter. Quand on ne sert pas de la douche, en fait, on va vraiment pouvoir l'orienter. Donc là, on a tout l'espace pour nos jambes. On Même peut y aller. Quelqu'un qui ferait 1m90, il loge. Hein. Ah oui, tout à fait. On a notre partie douche. Une belle taille aussi pour la douche. Ouais, une belle dimension. Taille, assez large, assez profonde. Il y a son mitigeur, son propre mitigeur. Comme ça, c'est pas une espèce de douchette qu'on récupère de je sais pas où, etc. Qui est ajustable en plus en hauteur selon on peut la laisser, on peut la mettre à la bonne hauteur, la laisser, on n'est pas obligé de l'avoir dans la main. Donc ça, c'est intéressant. Sur les fleurettes, les Baxter, on l'a déjà évoqué plusieurs fois nous sur la chaîne, c'est qu'on est sur un véhicule qui est assez bas à l'extérieur, on fait 2,70 m, et là du coup on est aussi assez bas dans la douche. Parce qu'on a une partie en fait qui est relevée. Donc, ce qui se passe ici, c'est que si jamais j'ai vraiment des gens qui sont... Tu as de l'espace quand même en hauteur. J'en ai un peu, mais si on est immense, effectivement, mais à la fois c'est l'inconvénient de la douche, mais à la fois c'est aussi l'avantage du véhicule. C'est un véhicule qui est plus petit, 2,70 m, donc à un moment donné... Il va être moins limité un peu pour dans les villes ou... Alors, pas forcément. En fait, aujourd'hui en France, dès qu'on dépasse 2 mètres, ça devient un problème en fait. Tout le monde a des problèmes dans les... peu importe la hauteur. 2,20 m, 2,90 m. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un véhicule qui a moins de prise au vent. Donc, plus économique. Moindre, alors même si ça ne joue pas sur 5 litres, mais on a quand même une consommation qui est inférieure. Une sensibilité au vent aussi, quand il y a du vent, le véhicule bouge moins. Ceux qui ne sont pas adeptes de la conduite du camping-car, ça se conduit un peu plus comme une voiture que... ça, c'est plus facile. Ouais. Puis est-ce que ça vient en option d'avoir un ventilateur au plafond ou Ouais. ça peut s'ajouter en accessoire ou en option directement au constructeur ou, Alors il y a des constructeurs qui le proposent en option et après nous on peut le remonter aussi en accessoire après en atelier derrière. OK. Donc, l'ouverture, elle doit être une taille standard pour en ajouter ça un. fait 40 par 40. Donc en fait, on remplace ce lanterneau-là par un lanterneau qui va avoir un ventilateur. OK. Et donc, on va pouvoir extraire, souffler. Ça peut être mis aussi dans... Tant que le lanterneau fait 40-40, dans les chambres aussi, on peut le mettre. Des fois, c'est dans les salons. Et il y a quelques marques qui les montent d'origine. OK. Puis la porte, elle, vient se refermer comme ça. Très bien. Tu vois, ça, c'est tous des détails. On a très rarement des portes aussi comme ça qui vont faire la courbe ou suivre le véhicule. Ça, c'est des petits détails que j'aime beaucoup dans vos véhicules. Et là, chez Fleurette Florium, on disait, vu qu'ils ont un savoir-faire sur la partie fibre, gel coat, etc., c'est aussi le cas en fait pour le bac de douche. C'est pas un bac en monocoque plastique. aussi. Ouais, monocoque, fibré et gel coat par-dessus. Donc pas de dégâts d'eau possible en dessous de la douche. Ouais, il y a moins de joints en fait, parce que du coup, ici, il n'y a pas de joints, pas de jonction. Les joints, ils sont un petit peu autour. Il n'y en a pas énormément à surveiller. Ouais, puis ça vieillit mieux que le plastique aussi. Hein. Ouais. Dans le temps. Donc là, on est dans une configuration lit jumeau. Donc c'est quelque chose qui, en France, qui se développe, qui n'était pas forcément hyper présent. Alors en Europe, oui, parce que les Allemands adorent cette configuration-là. En France, c'était un peu moins parce que les Français voulaient un lit commun. C'est plus rare. Ils voulaient vraiment du lit central ou ils voulaient du lit transversal ou des choses comme ça. Et là, les lits jumeaux, ça commence vraiment à être intéressant parce qu'on a vu la soute est plutôt grande, ça fait aussi un grand lit. Donc sur ce modèle-là, c'est le cas. On a la possibilité aussi de refermer en fait le lit. Donc ici, on a une trappe qui peut se tirer, qui nous permet de remettre un coussin et d'avoir un seul et même grand lit. Ah ok, donc c'est quand même possible, même si on a cette configuration-là, d'avoir comme un grand lit commun. Ouais. Ça fait comme presque un lit king si on fait ça. Ça fait un lit qui est... Ouais, on est en largeur, longueur. Celui-là, on doit être à 1m90 de long. En largeur, on doit avoir quasiment la même chose. Ouais. Donc une fois fermé, c'est en termes de taille, c'est pas mal. Et là, après sur la partie confort,
Chez Fleurette, en matelas, on a quand même des matelas assez épais. Et en dessous, on a des systèmes de lattes. Donc c'est le cas en fait, on est en Sony à lattes sur celui-ci, ici et là-bas aussi en fait. OK. Donc plus on a une ventilation en dessous. Ventilation, confort, parce que la latte va se déformer, etc. Donc elle va rajouter du confort. Sur les gammes assez hautes, c'est quelque chose qui est quasiment d'office. Okay. Sur les entrées de gamme, on peut avoir des fois un matelas qui est posé directement sur la planche. Nous, c'est presque toujours comme ça en Amérique. C'est très rare qu'on va avoir... pas de latte. Pas de latte, non. Okay. C'est très, très rare. Il va se vendre des trucs en accessoires après qu'on peut mettre en dessous, là, soit des genres de petits... comment ça s'appelle? Le système Froli. Ouais, on l'a aussi en France sur les vannes. Mais nous, ça commence à arriver, Froli. Là. Il y a très peu. Puis la plupart, justement, vont être juste déposés directement. Mais souvent, quand c'est déposé comme ça, à force de dormir dessus avec l'humidité, ça crée de la moisissure en dessous, puis c'est moins confortable aussi. Okay. Mais puis je suis curieux de savoir, on parlait de l'épaisseur du matelas, mais est-ce que c'est des matelas qui sont tout en mousse ou il y a pas de ressort, lui? Ça va être que de la mousse? Alors ceux-là, il n'y a pas de ressort, c'est de la mousse. Mais là, on est sur des matelas qui sont vraiment, chez Fleurette, comparables aux matelas de maison. OK. Donc, c'est pas des matelas qu'on va, après 2-3 mois, que ça va être tout écrasé. On peut l'avoir dans des véhicules un peu plus entrée de gamme où ça va être une simple mousse vraiment qui est faite pour une utilisation, on va dire, plus modérée. Après, dès qu'on monte un peu en gamme, on a des matelas en France, des matelas type Bultex ou autres, qui sont des marques qui sont très réputées et où on a vraiment une qualité de couchage qui est similaire à la maison en fait. OK. Donc là, dans la partie haute, après on a nos petits... chacun a ses petits spots. Petite lumière. Ouais, petite lumière. Il y a la petite prise USB sur la lumière. OK, ouais, en dessous. Ouais, comme ça, on peut recharger le téléphone, on peut le poser sur la petite tablette derrière. Chacun a son placard aussi pour les vêtements. Puis on a le support pour la télévision aussi dans le coin. Le support pour la télé. Comme ça, on peut avoir une télé à l'avant, une télé à l'arrière. Est-ce qu'il y a des... parce que ça, c'est un truc qu'on a remarqué beaucoup dans le salon, justement, à Paris, mais il y a beaucoup de kiosques qui vendaient des antennes. On en a vu beaucoup de véhicules équipés d'antennes. C'est vraiment fréquent que les gens vont installer ces équipements-là sur les véhicules? Ouais, alors aujourd'hui en France, ça commence un peu à changer, mais jusqu'à présent, la télé était quasi une obligation, on va dire, dans les véhicules. OK. Donc il y avait forcément le système antenne, etc., qui va avec. Là, depuis quelques années, on voit quand même apparaître un changement parce qu'on a des nouveaux utilisateurs de camping-car qui, eux, en fait, la télé, c'est génération plus jeune, un peu. Plus jeune, et puis la démocratisation aussi des systèmes, des tablettes, des téléphones, où on peut avoir aujourd'hui la télé avec la tablette, le téléphone, etc., ou les ordis. Et la télé à la demande, Netflix ou autre, a permis en fait d'éviter d'emmener une télé. Donc on commence à de moins en moins en monter. Ils vont être plus en accessoire pour ceux qui veulent absolument l'avoir. Hein. Ouais, mais même là on voit que il y a un coût qui est en fait important à l'antenne satellite. Donc les gens ils disent en fait aujourd'hui est-ce que vraiment mon utilisation, est-ce que je vais regarder beaucoup la télé? Parce qu'on parle aujourd'hui d'une antenne entre 2500 et 3000 € pour avoir le complet, l'antenne et la télé, voire même plus sur certains modèles. Donc en fait les gens ils se disent est-ce que vraiment je vais regarder beaucoup la télé? Ouais, puis sinon je l'ai sur le iPad ou sur... C'est ça en fait. Si jamais les gens sont un peu adeptes de la TV à la demande, ce qui se passe c'est qu'ils prennent la tablette ou leur ordi. Et voilà, ils prendront pas l'option à 2500 de plus. Mais nous, à la limite, dans la conception qu'on a, nous, de l'utilisation d'un véhicule de loisir, moi, franchement, ça me dérange absolument pas. Au contraire, je trouve que par rapport entre le prix et l'utilisation et le nombre d'heures que les gens vont regarder, après quelqu'un qui me dit non, mais moi, je pars en camping-car et je regarde la télé 5 heures dans la journée, oui, prenez une antenne. mais autrement... mais quelqu'un qui va nous dire mais moi, je regarde la télé peut-être une fois dans le mois, ça vaut pas la peine. Je pense pas. OK. Et après, sous les lits, donc là, on va retrouver des rangements. Donc, on va voir des tiroirs. Oh, wow. Ça fait quand même beaucoup de rangements pour les vêtements et tout. Ouais. Donc là, on en a un là, un autre là. Après, on a un placard encore ici. Donc celui-là il est assez profond, il va là-bas en direction de la soute. Ok, oui. Et de l'autre côté. Et donc là sous le lit, on retrouve une penderie. Avec la petite lumière, la lumière elle se déclenche automatiquement en fait. Ah, c'est bien pensé. Se lève, et comme ça après elle est coupée. Donc ça c'est un élément qui est hyper important pour la France, la penderie.
C'est vraiment aujourd'hui, les véhicules qui ne sont pas munis de penderie, c'est assez difficile à vendre, où les gens sont assez, pour la majorité en tout cas, regardant sur la taille de la penderie. Ah ouais. Alors, en fourgon, c'est un peu différent, parce que les fourgons étant plus petits, les penderies, c'est pas facile. Mais en camping-car, une belle penderie dans un véhicule bien accessible, ça joue un rôle important pour chez nous en fait. Nous, c'est assez rare qu'on va voir ça, même c'est pour ça tantôt, aussitôt que tu l'as levé, j'ai été étonné de voir qu'il y a justement le pôle à rideau, le pôle pour accrocher les vêtements, les supports à vêtements avec la petite lumière, et il est bien pensé. Il y a beaucoup de rangements dans ce véhicule-là pour les vêtements ou les accessoires. Et nous, les gens nous demandent à ce que en fait, la penderie soit assez longue pour pouvoir mettre des chemises, des robes sans qu'elles touchent, bien repassées, bien mises. Ben, tu vois, ça aussi, c'est dans le style français. Les Français ont plus de style, je pense, vestimentaire un peu. Surtout, on parle d'un véhicule de camping et on parle des robes ou des chemises, alors que normalement, on associe plus le camping à des vêtements de outdoor avec des tissus plus de sport qui n'ont pas nécessairement besoin d'être dans une penderie. Non, c'est vrai, plus t-shirt, etc. Mais c'est vrai qu'en France... Alors, je pense pas que ça soit le cas, enfin c'est sûr, c'est pas le cas dans toute l'Europe. Il y a des différences quand même, on le voit. Selon les régions un peu. Ouais, suivant les pays, l'Allemagne a quelques différences, l'Angleterre aussi. Ils ont vraiment des demandes plus... Les salons sont pas les mêmes, les cuisines sont pas les mêmes, enfin ils ont des demandes qui sont vraiment particulières. Et nous en France, France, même en Espagne, les penderies, les véhicules entre la France, l'Espagne et l'Italie sont très très similaires. Puis là, on est dans un véhicule de conception française, donc là, c'est pour ça qu'on retrouve ce que les Français aiment. Alors, de toute façon, le marché premier pour Fleurette Florium, c'est vraiment la France. C'est vraiment leur plus gros marché aujourd'hui, donc ils font des véhicules conçus et prévus pour les Français, c'est clair. OK. On a fait le tour. Ouais. Mais il est où le rangement pour les baguettes? On l'achète et on la mange aussi. C'est ça, vous n'avez pas le temps de la ranger. Alors... on fait un petit récap comme d'hab, les dimensions, donc on les a données mais je les redonne. 6,59 m de long, 2,23 de large et 2,70 de haut. Au niveau de l'eau propre, on embarque 120 litres d'eau propre, on l'a pas vu mais les cuves en fait elles sont dans la partie plancher. Donc on a 120 litres d'eau propre et 119 litres d'eau usée. Puis est-ce que le réservoir d'eau, est-ce qu'il est à l'intérieur, est-ce qu'il est chauffé ou isolé d'une façon ou d'une autre ou Chez Fleurette, en fait on va avoir les bacs qui sont isolés et chauffés. Donc en fait ça c'est l'accès à nos bacs, on en a un deuxième accès à l'arrière du véhicule. Et alors c'est pas le cas dans toutes les marques. Là c'est le cas parce que encore une fois on est sur un véhicule assez haut en gamme. Donc l'isolation des bacs pour justement une utilisation, ce qu'on disait été-hiver, ça c'est important. Nous encore une fois, même si c'est pas le même hiver que chez nous. C'est pas super froid, mais les gens vraiment veulent avoir un confort de j'ai pas le bac qui gèle, j'ai pas de problème d'isolation. Pas besoin de faire une procédure d'hivernage pour mettre de l'antigel dans les tuyaux ou quoi que ce soit. Alors, il y a deux choses que nous, les gens, des fois, s'arrêtent l'hiver, n'utilisent pas du tout le véhicule, donc là, il y a quand même un système d'hivernage à faire. Mais après, sur ceux qui l'utilisent toute l'année, ils n'ont pas cette procédure-là à faire parce que les véhicules vont être avec des bacs chauffés, isolés. Même les gens qui vont à la montagne, nous au ski l'hiver, sur du Fleurette Florium, ils peuvent utiliser sans rien changer en fait. OK. Tout est prévu. Jusqu'à quelle température à peu près qu'on est sécuritaire sans risquer d'abîmer ou quoi que ce soit ou que les tuyaux explosent? Nous ici, les températures qu'on va avoir le plus froid, ça va être du vraiment dans les zones montagneuses, du moins 15 peut-être, max. Et à moins 15, il n'y a pas de problème sur les véhicules. Ah oui, donc tant qu'on le garde chauffé... Il faut laisser du chauffage dedans, et à partir du moment où on laisse du chauffage, les bacs sont chauffés, on n'a pas de problème sur les robinets, tous les tuyaux sont intérieurs, etc. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ah oui, génial. Ça serait quoi l'utilité d'avoir accès à la trappe là? C'est de remplir avec des bidons directement si on n'a pas un accès à un boyau? Ou, Que pour le nettoyage. OK. En fait, ça nous sert à nettoyer notre... on va pouvoir ouvrir, on voit qu'à côté, il y a les sondes. Donc en fait, on va pouvoir nettoyer les sondes s'il y a du calcaire, si elles sont sales. C'est bien pensé. Et pareil pour le bac d'eau usée, on va pouvoir intervenir à l'intérieur. Le bac d'eau usée, c'est encore plus important par rapport aux odeurs ou autres, de le nettoyer fréquemment pour éviter les odeurs. OK. Donc on va pouvoir vraiment entrer... en fait, l'ouverture est assez grande pour rentrer le bras. On arrive à rentrer le bas, mettre un jet, si jamais on voulait passer un petit
un petit furet pour pouvoir nettoyer ou autre. On va pouvoir passer une petite... c'est bien. Ouais, c'est bien pensé. Ça, je pense pas que c'est quelque chose qu'on retrouve chez nous, les accès comme ça. Nous, les réservoirs sont toujours en dessous et pas vraiment accessibles. Le bac d'eau propre, on peut dire une généralité en France, c'est qu'il est toujours accessible en bouchon. C'est-à-dire qu'on va toujours pouvoir ouvrir et aller nettoyer. C'est pas le cas par contre sur le bac d'eau usée. Là, on a un accès parce qu'on est sur cette gamme-là. Mais par exemple, un entrée de gamme va avoir le bac en dessous sans accès. Enfin, l'accès, ça va nous obliger à démonter le bac souvent pour pouvoir avoir accès. Mais bon, démonter un bac, il faut avoir un peu de matériel pour pouvoir le faire. Et donc le prix, savoir si tu me fais un chèque tout de suite ou pas. On est sur ce véhicule-là à 70 115. J'avais estimé à peu près dans ces prix-là, ouais, c'est ce que je croyais. On est quand même dans un véhicule qui est assez luxueux. On a quand même une belle... je trouve qu'on a un bon rapport qualité-prix. Là. Si on ajoute le 30% qu'on disait tantôt par rapport à si on l'importait, exemple, au Canada, on serait quand même un bon, d'après moi, 50 000 $ en dessous du prix d'un véhicule canadien similaire à celui-ci. Donc, je trouve que vous avez quand même un bon rapport qualité-prix. Mais là, reste encore le marché qui est différent complètement aussi dans chaque pays. Mais je trouve que c'est intéressant. Puis, la carte grise, est-ce qu'elle vous coûte un frais à chaque année ou c'est uniquement à l'achat? En France, c'est une fois au départ. Et si on le revend, la personne qui va l'acheter va devoir refaire une carte grise et repayer. Okay. Mais par contre, si on le garde 10 ans, il n'y a pas de taxe à l'année. Ah tu vois, ça c'est... Nous, on est vraiment les rois de la taxe pour ça. Parce qu'en plus, on avait parlé auparavant des taxes, là, mais nous, en plus, que les taxes ne sont pas incluses dans le prix affiché. Donc, quand on disait, exemple, 150 000, nous, ça va être un 15% de taxe qui va s'y ajouter. Okay. Mais en plus de ça, il va y avoir aussi un frais pour l'immatriculation, qui est l'équivalent de la carte grise. Et nous, ce frais-là est annuel. Donc, à chaque année, on va repayer un 500-600 $ de taxes que nous, on va appeler pour nos immatriculations. Tous les ans. Tous les ans. Donc, c'est ce qui va souvent être le frein, puis c'est peut-être une des raisons pour laquelle les caravanes sont beaucoup plus populaires chez nous, parce que les caravanes, on paie l'immatriculation une seule fois, ça coûte beaucoup moins cher, on ne la repaye pas à chaque année après. D'accord. Donc, tout ce qui est une remorque, on paye une fois et c'est à vie. Après ça, on va repayer si on le vend, là, le prochain acheteur, mais on va le payer, mais une seule fois. Tandis que nous, si tu as un véhicule, exemple comme celui-ci, puis tu as aussi ta voiture de tous les jours, tu te retrouves à payer deux fois l'immatriculation à tous les ans. Ouais, exact. Donc, un 600 pour chaque véhicule, chaque année. Puis plus le cylindré est gros, plus la taxe est élevée aussi. Donc, souvent, les camping-cars vont avoir des cylindrés un peu plus gros chez nous. Là. Surtout, nous, pour un véhicule comme ça, souvent, ça va être un moteur un petit peu plus gros que le vôtre. Okay. C'est là, sur l'équivalent donc, du Ducato, le RAM, par exemple, il a combien en puissance en moyenne? Il va être un petit peu plus gros que celui-ci. Je pourrais pas dire, peut-être un 3,6 litres de moteur. D'accord. Ouais, donc un peu plus gros. Okay. Ouais. Là, j'y vais de mémoire, mais ça va ressembler à ça. Donc oui, un peu plus gourmand, un peu plus puissant, mais aussi il va coûter plus cher à immatriculer. Ouais. Puis nous, il va être sur essence au lieu de diesel. En France, on n'a pas de taxe. On dit par rapport on paye la taxe de la carte grise. Il y a certains pays d'Europe où ils payent des taxes, alors pas à l'année, mais des taxes liées au camping-car ou liées au véhicule en fait. À cause de la consommation supérieure? À cause de la pollution. Ouais, c'est ça. Merci d'être passé. Nous, ça nous a fait plaisir parce que vraiment l'échange est hyper sympa. De voir... nous, on est souvent dans notre quotidien et puis dans nos façons de penser. Et puis, on voit beaucoup de clients français, etc. Donc, on a toujours... c'est bien, je trouve, de voir une autre culture et d'avoir d'autres avis, en fait, sur nos véhicules à nous, en Europe. Pour ceux qui veulent te suivre, est-ce que tu peux donner tous tes réseaux? Oui, en fait, on est pratiquement partout, nous. Ça s'appelle Prêt pour la route. On est sur Facebook, Instagram, TikTok et bien sûr YouTube. Je pense que le meilleur endroit pour nous suivre, c'est sur YouTube où vous allez retrouver nos contenus plus longs. Puis on fait un petit peu, puis je pense qu'il est intéressant de faire une collaboration avec vous, mais on est un peu un style hybride. On va faire soit des vidéos plus style van life de voyage, de nos aventures, mais on fait aussi un volet souvent technique, soit de présentation de véhicules, présentation des salons de véhicules ou aussi des fois des aspects techniques. Puis c'est justement ce qu'on va faire aussi avec votre concession parce qu'on a trouvé que vous avez une boutique qui est assez bien garnie, fait qu'on s'est trouvé quelques petits accessoires qu'on va présenter sur notre chaîne aussi.
Donc, si ça vous intéresse de nous suivre, ça sera un plaisir. Puis sinon, nous, on est rendus des grands fidèles abonnés de votre chaîne à vous aussi. On va essayer d'amener nos amis québécois aussi à suivre pour voir vos véhicules chez vous qui sont différents et très intéressants. Puis ce qui est intéressant, pour les gens qui veulent voir des véhicules qui sont différents chez vous, c'est que vous parlez français. Oui, avec un drôle d'accent, mais on parle français tout de même. Mais c'est vrai que mais quand les gens cherchent, des fois, les gens sont curieux de voir ce qui se fait dans d'autres pays. Et nous les premiers, et effectivement, quand on cherchait, on tombe sur beaucoup de vidéos étrangères. Exact. Mais quand on ne parle pas anglais, souvent c'est des Américains, et du coup on a du mal à comprendre. Donc là, c'est vrai que ça permet de suivre ce qui peut se passer, ce qui existe dans un autre continent, mais toujours en ayant la compréhension, parce que le français, c'est facile pour tout le monde. Exact. Enfin, pour nous en tout cas. C'était un plaisir de faire un petit passage chez vous pendant notre itinéraire en Europe. Yes, et avec plaisir. Et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage. Bye bye.